La transition vers l'économie verte, un modèle est proposé. Il s'agit du modèle T21. Les experts nationaux de 12 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique se sont familiarisés avec ce concept. Vous en saurez davantage au cours de ce journal. Et puis le Burkina sera-t-il présent au Mondial 2014 au Brésil? On sera situé demain. Le match se joue à Ouagadougou entre les Étalons et l'équipe du Gabon, mais aussi à Niamey entre les Diables Rouges du Congo et le MENA du Niger. Il faudra gagner à Ouagadougou et espérer une victoire du MENA. Au Mali, la réconciliation est possible, mais il y a des préalables. Il faut situer les responsabilités. C'est le point de vue du MNLA qui réagit au discours prononcé par le président Ibrahim Boubacar Keïta à l'occasion de son discours, à l'occasion de son investiture. Madame, Messieurs, bienvenue aux 20h sur la RTB. Tout d'abord, l'ambassadeur de France au Burkina Faso en fin de mission est allé faire ses adieux au président du Faso. Après 3 ans passés au pays des hommes intègres, Emmanuel Bett est allé dire au revoir à Blaise Compaoré. C'est triste, a-t-il confié, qu'il quitte le pays. Il s'est prononcé également sur les relations entre la France et le Burkina Faso. Emmanuel Bett à sa sortie d'audience au micro de Maïmouna Traoré. L'ambassadeur de France est triste de quitter le Burkina Faso parce qu'il a effectué ici une mission de 3 ans passionnante, que ce soit au contact des autorités politiques, que ce soit au contact des politiques en général, au contact des administrations, de la société civile et surtout au contact des populations, puisque vous savez que je me suis beaucoup déplacé dans le pays. La première richesse du Burkina Faso, c'est pas l'or et c'est pas le coton, c'est la richesse des hommes et des femmes du Burkina Faso, leur gentillesse, leur ouverture, cette capacité de dialogue et de tolérance. Et je souhaite d'ailleurs que ça continue dans le contexte actuel, où on sait qu'il y a parfois quelques tensions, et c'est normal, il y en a dans tous les pays du monde. La France a toujours énormément apprécié le rôle du médiateur. Je me souviens de mes premiers mois ici, au moment où les événements en Côte d'Ivoire étaient très chauds, où effectivement j'ai eu l'occasion d'échanger sur ces questions avec le beau président et les autorités burkinabées, mais surtout au moment des négociations maliennes qui se sont étendues sur beaucoup de temps, mais dont on a vécu ensemble avec beaucoup d'intensité les derniers événements autour du ministre d'État, M. Bassolé, et des différentes représentations du gouvernement malien et des mouvements armés du Nord. Et je dois dire qu'à cette occasion, je me suis senti, non pas moi l'ambassadeur, mais la France, à une grande proximité avec les autorités burkinabées. En 2010-2011, la France est restée, malgré tout, parce que ça touche tout le monde cette crise, est resté le premier bailleur bilatéral du Burkina Faso. En 2013, au regard de ce qui est prévu, notamment maintenant que le Burkina est placé en risque modéré par le FMI, ce qui autorise l'Agence française du développement à faire des prêts souverains, les décaissements et les investissements au profit du développement au Burkina Faso en 2013 sont considérables. Auparavant, l'ambassadeur de France et le président de l'Assemblée nationale ont eu une rencontre de travail. C'était ce matin pour faire le bilan de la coopération entre l'Assemblée nationale burkinabé et le Parlement français. Une coopération excellente et qui devrait se développer sous la présidence de Sungalo Apollinaire Ouattara, Kwame Bama et Sylvain Bibamba. Pour marquer la fin de sa mission au Burkina, l'ambassadeur français et ses collaborateurs ont eu une rencontre d'échange conviviale avec une délégation de l'Assemblée nationale conduite par son président Sungalo Apollinaire Ouattara. Une occasion pour faire le point de la fructueuse coopération entre l'Assemblée nationale du Burkina et le Parlement français. Quand le président de l'Assemblée nationale a pris ses fonctions, après les élections du 2 décembre, dont nous savons qu'elles se sont très très bien passées, très rapidement,
des contacts ont été noués avec les parlementaires français, quel que soit leur niveau, du président de l'Assemblée nationale, M. Bartolone, jusqu'aux députés et jusqu'au service administratif, puisque vous me disiez, Monsieur le Président, que des missions sont prévues et ont déjà eu lieu. Et je crois que bien cette proximité témoigne bien d'une vraie relation bilatérale qui connaît des hauts et des bas, comme toujours, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut être très satisfait de ce que nous vivons ensemble, et notamment au travers des activités parlementaires et au travers des échanges parlementaires. Même si les premières actions ont été facilitées par l'ambassadeur Berthe, cette coopération entamée est appelée à se renforcer et, au-delà des institutions parlementaires, à bénéficier au peuple français et burkinabé. La conférence annuelle des encadreurs pédagogiques s'achève à Koudougou après une série de conférences tenues dans les 13 régions du Burkina. Les conseillers pédagogiques et les inspecteurs ont eu l'occasion d'énumérer les problèmes qu'ils rencontrent sur le terrain et de formuler des propositions de solutions. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a annoncé des mesures qui devraient faciliter l'encadrement pédagogique. Ismaël Diloma Sirima et Adama Koulibaly. Pour cette année scolaire 2013-2014, la dotation en carburant des encadreurs pédagogiques sera doublée. C'est la promesse faite par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à la clôture de la conférence annuelle des encadreurs pédagogiques. Par ce geste, Kumba Boli entend faciliter le travail des inspecteurs et conseillers pédagogiques et ainsi contribuer à améliorer les résultats scolaires. Dans chaque région, il y aura des recommandations, il y aura aussi des résolutions. Et c'est tout ça qui va être ensuite, il y a un comité bien sûr qui pilote. Et ce comité-là va bien sûr faire le point, donc en termes de synthèse, de toutes ces recommandations, de toutes ces résolutions. Et ensuite, il y a toujours un peu une sorte de bilan au niveau national pour nous permettre justement de construire sur la base de ça une sorte de feuille de route. Au nombre de 184, les participants à cette conférence annuelle de la région du Centre-Ouest ont fait le bilan de la conférence de l'année écoulée et ont aussi souligné les manquements qui persistent. Il est également ressorti des échanges, le retard dans l'exécution des programmes et le manque de ressources pour l'atteinte des objectifs. La valorisation vraiment de ce que les gens de manière locale et autres pourront trouver comme solution au problème de l'éducation. C'est vrai qu'il y a des disparités selon les zones, mais les choses quand même se recoupent. Que les choses ne restent pas dans les tiroirs, que même si c'est au niveau local, si quelqu'un arrive à mener des réflexions assez intéressantes, que cela soit reconnu, qu'on puisse vulgariser ça au profit de toutes les SEB, les écoles et autres. Afin de produire de meilleurs résultats, le ministre estime qu'il faut des acteurs bien outillés. Ainsi donc, elle exhorte les encadreurs pédagogiques à renforcer leur niveau par la formation continue et cela avec l'appui de son département. Le campus de l'université Ouagadougou devra s'ouvrir pour la rentrée 2014-2015. C'est le souhait de M. Moussa Ouattara qui a visité le chantier ce vendredi. L'exécution de la première phase est en cours d'achèvement. Il s'agit de la construction de 2 amphithéâtres et de 2 pavillons jumelés, un bâtiment pédagogique et une cité universitaire. On s'apprête à lancer la 2e phase des travaux. Reportage Sylvestre Da. Sur une superficie de 2000 hectares environ, le campus universitaire Ouagadougou, situé à Gonsin, à quelques 25 km de Ouagadougou, est en train de devenir une réalité en termes d'équipement infrastructurel. Sur le site, les ouvriers sont à pied d'œuvre et le ministre de l'enseignement secondaire et supérieur sur place ce vendredi est allé s'imprégner de l'état d'avancement des travaux dont la première phase doit prendre fin le 15 octobre prochain. Sur le site de Ouagadougou, il y a on va dire, 4 situations. Donc il y a des infrastructures qui sont achevées et équipées, des infrastructures qui sont achevées et en cours d'équipement, et des infrastructures qui sont en cours d'achèvement et puis des nouvelles infrastructures qui vont démarrer bientôt. Au chapitre des réalisations, il y a un complexe de 2 amphithéâtres de plus de 3000 places meublés et équipés en matériel audiovisuel. Il y a aussi ce bâtiment pédagogique R+2 composé d'une trentaine de bureaux pour les enseignants et de 22 salles de classe. 2 pavillons de 2500 places chacun sont en cours de finition. Des pavillons compartimentés et synchronisés par visioconférence. Le gros du travail reste l'achèvement de la cité universitaire de 408 places. Nous avons été heureux de constater que le bureau d'études a fait une bonne
exploitation d'un problème qui était considéré comme étant le problème de dénivelé, et ce qui a permis d'avoir un peu comme des formes de sous-sol qui peuvent avoir plusieurs types d'usages. Et nous nous sommes inquiétés de quelques aspects d'assainissement en cas de pluie dans le futur. Donc il faut qu'ils prennent quelques formes d'initiative pour éviter cela. Les deux entreprises que sont Faso Bara et AGM Développement, chargées du suivi de l'exécution des travaux, rassurent que les infrastructures seront livrées dans les délais impartis. Cela va permettre le démarrage des travaux complémentaires afin de faire d'ici de l'Université Ouaga 2 un campus digne de ce nom. Donc, il y aura comme un CSPS qui va être construit, un restaurant universitaire qui aussi sera construit, et il y a aussi deux autres amphis jumelés tels que vous avez vu qui vont effectivement s'ajouter, parce qu'il faut savoir que l'université Ouaga 2 est entre 16 000 et 18 000 étudiants maintenant. Il est aussi prévu le bitumage de la bretelle reliant l'université à la route nationale. Les établissements bancaires pourront s'installer sur le campus. Un marché local va y être développé et des magasins pour commerce construits. Ces aménagements sont tous financés par l'État et devront être bouclés afin de permettre l'opérationnalisation du campus universitaire de Ouaga 2 à la rentrée académique 2014-2015. Stimuler l'application et l'observation des règles de la concurrence, c'est le souci que se fait la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Les acteurs concernés étaient invités à s'informer sur les textes en la matière, à connaître les attributions et les missions de la commission chargée de veiller au bon fonctionnement de la libre entreprise et de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles ainsi que les abus qui nuisent aux droits des consommateurs. Le reportage de Estelle Judith Assorba. Dans le but d'assainir l'environnement des affaires au Burkina Faso, une politique de la concurrence a été mise en place. La vulgarisation de cet instrument afin d'en faire un outil de développement, de transparence et de justice s'impose. L'organe en charge de sa mise en œuvre est la Commission nationale de la concurrence et de la consommation. Créée depuis 2014, cette structure reste peu connue des acteurs du monde des affaires. Ce séminaire a été initié selon les organisateurs pour mieux se faire connaître et expliquer à leurs cibles leurs activités. Nous avons souhaité rencontrer notre public cible, à savoir les opérateurs économiques, les associations de consommateurs et la société civile pour échanger sur notre structure, la faire connaître et également voir dans quelle mesure elle sera désormais beaucoup plus lisible et plus visible sur le terrain. Donc nous avons engagé donc cette activité qui permettra donc de présenter notre commission, notre structure, en ce qui concerne donc sa composition, ses attributions, également son mode de fonctionnement. Ces acteurs du monde des affaires ont la journée de ce 6 septembre pour mieux s'approprier les règles en matière de concurrence. Ils vont également se familiariser avec les procédures en matière de saisine de la Commission nationale de la concurrence et de la consommation et des instances sous-régionales de la concurrence telles que l'UEMOA et la Cour de justice de l'Union. Les avantages et le rôle de la concurrence dans la mise en œuvre du marché communautaire seront largement expliqués à ces acteurs clés. L'objectif à terme, c'est de permettre aux séminaristes de pouvoir capitaliser des acquis afin de booster la mise en œuvre des règles de la concurrence porteuses d'une croissance économique durable. Au grattage, ils ont déjà empoché 500 000 francs CFA. Ils ont bénéficié d'un voyage de leur pays d'origine à Bobo-Dioulasso et ils pourraient repartir ce soir avec un gros lot de 8 millions de francs CFA. Le tirage de la 19e tranche entente commune, c'est ce soir à Bobo-Dioulasso, un événement à suivre en direct en compagnie de Big Ben et de Cynthia Hilaire qui seront à l'animation. Et Big Ben est en direct. Big Ben, bonsoir. On va assister à une grande messe de l'intégration ce soir. Bonsoir Adjima David Tombiano, amis téléspectateurs, bonsoir. Vous l'avez dit, c'est en effet soir de fête aujourd'hui pour l'ensemble des gagnants des 3 jars de la tranche commune entente 2013 et leurs familles. Mais c'est également la fête pour les loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente qui se sont donc donné rendez-vous ici à Bobo-Dioulasso dans cette somptueuse maison de la culture pour le 19e tirage du programme extraordinaire régional. Il faut souligner, David, que l'émission a porté sur 15 séries réparties entre nos 5 loteries nationales
avec donc 2 gagnants par série, ce qui donne 30 lots d'une valeur totale de 55 500 000 francs CFA, dont un gros lot de 8 millions de francs CFA, un gros lot de 5 millions de francs CFA, un gros lot de 4 millions de francs CFA, 6 lots de 2 millions de francs CFA, 11 lots de 1 500 000 francs CFA et 10 lots de 1 million. Comme dirait l'autre, mon cher David, ce soir, nous ne parlons qu'en millions ici, à Bobo-Dioulasso. Plus sérieusement, amis téléspectateurs, c'est donc ce soir que la tranche commune Entente 2013 connaîtra son apothéose ici à Bobo-Dioulasso. Un événement qui vous sera proposé donc bien évidemment en direct sur notre chaîne, mais également en simultané sur l'ensemble des autres chaînes nationales des pays membres du Conseil de l'Entente qui sont, faut-il le rappeler, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Togo et le Mali. Petite précision qui vaut son pesant d'or. Les loteries nationales sœurs du Congo, du Sénégal, de la Guinée-Conakry sont invitées et effectivement présentes ici dans cette salle. À Djima, dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, nous retrouverons l'ensemble de nos téléspectateurs donc en direct de la salle. Cynthia Hiller et moi-même et avec beaucoup de bonheur. Bobo-Dioulasso qui sera donc en ligne de mire dans tous les pays membres du Conseil de l'Entente, événement à suivre en direct également sur la télévision du Burkina. L'agence de promotion des produits forestiers non ligneux est logée dans un nouveau bâtiment, un siège qui va permettre de mieux s'investir dans la mission à elle assignée. La construction du nouveau siège a été financée à hauteur de 100 millions de francs CFA par le Grand-Duché du Luxembourg et par la FAO, Bouma Ernest Nebier et Estelle Judith Assorba. L'agence de promotion des produits forestiers non ligneux dispose d'un nouveau siège. Situé au quartier Kosodo de Ouagadougou, cet édifice compte 15 bureaux, une salle de réunion, 2 magasins et des infrastructures sanitaires internes. Il va permettre aux bénéficiaires de bien mener leurs activités. Depuis la création donc de la PFNL, en réalité nous n'avons pas, tout le personnel en question n'avait pas donc de cadre de travail à proprement parler. Donc on squattait, comme on le dit couramment, d'autres locaux appartenant ou laissés par d'autres structures. Et le cadre de travail vraiment donc n'était pas agréable. Ce geste est du gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg et de la FAO. Il a coûté environ 100 millions de francs CFA. La gestion durable des ressources naturelles est un des secteurs prioritaires du programme de coopération que le Luxembourg finance ici au Burkina et dans d'autres pays de la région d'ailleurs aussi. Et nous avons déjà eu des expériences pilotes dans la région des Hauts-Bassins, notamment autour de Bobo avec les forêts classées. Nous avons constaté qu'un des éléments essentiels de la préservation de ces forêts, c'était de faire profiter les populations environnantes des produits de la forêt. La FAO a donc appuyé le gouvernement pour l'élaboration de la stratégie, mais aussi pour la gestion des fonds alloués par le Luxembourg dans le cadre du projet PAGED plus particulièrement. Au-delà du siège qui est construit, il y a d'autres infrastructures qui ont été données, des équipements, mais aussi des appuis. Et ça, je crois que c'est le plus important au niveau des acteurs sur le terrain, et les gens qui exploitent réellement et directement tout ce qui est produits forestiers non ligneux. Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, cet appui va permettre au gouvernement burkinabé de valoriser les produits forestiers non ligneux afin de lutter contre la pauvreté. Avec ce nouveau siège, l'agence pourrait mieux jouer son rôle de coordination, de suivi des activités d'exploitation et de commercialisation des produits forestiers non ligneux. De transition vers l'économie verte, le modèle T21. Les experts nationaux de 12 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique se sont familiarisés avec ce concept et les modalités d'introduction de ce mécanisme dans les stratégies de développement. Les conclusions de cette rencontre de haut niveau dans ce reportage que nous propose Adama Koulibaly. Ils sont au total 24 experts venus de 12 pays d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. Durant 2 semaines, ils ont été formés sur la problématique de l'économie verte. À travers des exercices, des séances de discussion et l'exploration d'exemples nationaux du modèle T21, les participants sont désormais aptes à faire face aux questions liées à l'économie verte. Et le choix de Burkina pour abriter cet atelier n'est pas fortuit.
Au regard de l'organisation de la semaine initiative pauvreté-environnement et l'atelier sur la transition vers l'économie verte. Les efforts combinés de ces deux initiatives sont l'aboutissement de cette rencontre internationale sur l'économie verte et notamment sur le modèle T21. Avec l'appui technique et financier du pays, cette démarche conjointe a pour but majeur de fournir un appui aux pays en vue de réorienter leur politique et investissement vers des secteurs économiques à haut potentiel vert. Le modèle T21 fait un lien entre l'économie verte et le développement durable. Il appartient donc aux représentants de chaque pays de convaincre les autorités sur le bien fondé de cet outil de planification et de développement. L'objectif, c'était de permettre aux techniciens, aux experts qui étaient là, mais qui ont aussi des responsabilités au plan national et au plan international, de pouvoir s'approprier l'outil de la modélisation pour que l'aide à la décision soit basée sur des scénarios qui ont une solidité et permettre l'intégration, par exemple, de l'environnement dans les politiques de développement. Au moment où les questions de développement sont de plus en plus récurrentes, l'économie verte s'offre comme une opportunité aux pays en voie de développement. De 2004 à 2009, la commune de Padema a expérimenté une opération pilote sur la sécurisation foncière avec l'accompagnement de Oxfam Belgique. Ce projet a permis d'élaborer un document administratif et juridique sur le foncier rural, des acquis que les autorités locales souhaitent voir légalisés. Des acteurs du monde rural sous l'égide du MCABF ont été invités à proposer une feuille de route pour servir de guide aux décideurs politiques et administratifs. Le reportage de Sanouan Christine Koulibaly. Le gouvernement burkinabé, dans le cadre de la recherche de pistes de sécurisation foncière en milieu rural, suite aux difficultés d'application des dispositions de la loi 014 portant réorganisation agraire et foncière, avait initié l'opération pilote de sécurisation foncière. Une opération mise en œuvre de 2004 à 2009, poursuivie jusqu'en 2012 par Oxfam Belgique dans la commune rurale de Padema. Une zone de vieille colonisation agricole où, du fait du boom cotonnier, de l'agropastoralisme et de la croissance démographique, connaissait de récurrents conflits liés au foncier. La solution, c'était quoi? Il faut un document juridique en propriétaire de terres. En l'époque, la loi n'était pas en tout cas disponible. Donc, on a demandé le projet en l'époque. Donc, ils ont aidé, nous, envoyé les techniciens. On a fait la sensibilisation. En plus de rétablir le dialogue social entre les différents acteurs locaux, ayant abouti à la baisse des tensions, d'alimenter les réflexions dans le cadre de l'élaboration de la loi portant régime foncier rural en vigueur, l'opération pilote a permis la délivrance de documents administratifs et juridiques dont les autorités communales souhaitent la légalisation. Nous avons voulu revoir avec, la commune de Padema, parce que c'est une zone d'intervention du programme, et pour voir qu'est-ce qui a été fait en matière de sécurisation foncière pour aider à parachever tout le travail qui a été fait par nos prédécesseurs. L'atelier d'aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure ces documents-là qui constituent des acquis aujourd'hui peuvent être validés administrativement et légalement aux dispositions de la loi 034 portant régime foncier rural. Dans 2 jours, ces acteurs du monde rural et leurs partenaires vont élaborer une feuille de route déclinant les principales activités devront conduire à la reconnaissance et à la validation des documents produits dans le cadre de l'opération pilote et de l'appui d'Oxfam Belgique. Cette feuille de route sera assortie d'un calendrier opérationnel. Une information majeure qui vient de nous parvenir, le message de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, sur le processus d'opérationnalisation du Sénat. Le 12 août 2013, j'ai donné des instructions au Premier ministre et au ministre d'État chargé des relations avec les institutions et des réformes politiques de convoquer le comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles à l'effet de me soumettre pour le 31 août 2013 un rapport circonstancié sur le processus d'opérationnalisation du Sénat
assorties de recommandations et propositions appropriées dans un esprit de consolidation des institutions républicaines. Ce rapport m'a été remis le 30 août 2013 après avoir pris connaissance des recommandations consensuelles déjà mises en œuvre suite aux conclusions du Conseil consultatif sur les réformes politiques CCRP et analyser les propositions du comité sur le processus d'opérationnalisation du Sénat institué par la Constitution. Je salue la qualité et la pertinence des réflexions. Je félicite toutes les composantes qui ont pris part activement aux travaux de ce comité ayant abouti à de nouvelles propositions adoptées par consensus. Le Sénat est une institution d'un grand intérêt pour la démocratie en permettant d'élargir à des composantes non partisanes la production législative. Il mérite à ce titre d'être bien compris. En tant que président du FASO et garant de l'unité nationale, j'appelle le gouvernement à élargir les concertations à toutes les composantes sociales et politiques pour bien asseoir la pertinence de cette institution républicaine. Par ailleurs, j'invite les acteurs politiques à créer et à développer entre eux des échanges constructifs pour un raffermissement continu de la cohésion sociale et un approfondissement de notre processus démocratique. Ouagadougou, le 6 septembre 2013. C'était donc le message de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, sur le processus d'opérationnalisation du Sénat. Suite de ce journal, le gouverneur du Sud-Ouest visite les champs de sa région. Kadidiatou Zampaligré, accompagné de ses collaborateurs, a visité 7 localités dans le Yoba et la Bouriba pour faire le point sur l'évolution de la campagne agricole. Christophe Da, reportage. Le gouverneur du Sud-Ouest, entouré des responsables de services d'agriculture, de techniciens et de partenaires du domaine, ont mis 48 heures pour faire le tour de 7 champs dans le Yoba et la Bougriba. Objectif, constater des visu l'état d'avancement de la campagne agricole dans la région. La plupart des champs visités présentent des plants dont certains en floraison et d'autres en épiaison, et le tout dans un bon état phytosanitaire, ce qui laisse croire que les caprices pluviométriques ont fait plus de peur que de mal. J'étais très inquiète. En tant que profane, avec les pluies, je me demandais qu'est-ce que cette année nous allons devenir au Sud-Ouest. Mais je suis très réconfortée. Je ne peux pas présager d'un excédent céréalier comme on l'a connu l'année dernière, mais je pense que l'espoir est vraiment permis d'une très bonne récolte. Ces prévisions de bonne récolte sont en grande partie dues aux nouvelles techniques et technologies culturelles recommandées aux producteurs par les techniciens de l'agriculture. Et les 2 jours de visite guidée ont essentiellement porté sur des parcelles de démonstration de ces techniques qui permettent d'optimiser la rentabilité de la production. La région du plateau central attend vivement l'opérationnalisation du projet RTB2. En attendant, il prépare les lieux pour accueillir la radio et la télévision locale. Les membres du club RTB, les autorités locales et régionales se sont retrouvés avec l'équipe chargée d'animer la RTB plateau central pour planter des arbres. Et le reportage est signé de Moussaki et Oumou Sissé. Aziniare, responsable et membre du club de la radiodiffusion télévision du Burkina Plateau Central, se sont retrouvés pour poser un acte utile, celui de contribuer à la restauration de l'environnement à travers un reboisement. Et sur le site de la RTB2, ils ont mis en terre plus de 1000 plants. Et si vous avez remarqué, ce n'est que 3 jours, on a sonné la mobilisation. Les gens sont sortis massivement pour cette activité. Ça marque en tout cas l'intérêt de l'action que nous avions posée. Je pense que depuis mon arrivée ici, nous travaillons en étroite collaboration. Et c'est dans ce sens-là que nous avons voulu ensemble organiser cette plantation d'arbres autour du terrain que la mairie a bien voulu nous donner et pour implanter les bâtiments de la future RTB de Plateau Central. Déjà que de bonnes volontés ont bien voulu venir nous aider à planter ces arbres, nous aussi nous ferons de notre mieux pour pouvoir les entretenir. La commune de Zignaré, quant à elle, se dit consciente de la nécessité de protéger ces plants afin de rendre la localité verte. Qui dit reboiser, dit entretien. Parce qu'il ne suffit pas de reboiser, mais il faut entretenir la plante pour qu'elle grandisse et donne quand même des résultats. À ce niveau, l'apport de la mairie serait de sensibiliser toujours la communauté environnante pour la protection de ces plants et les intéressés eux-mêmes aussi s'en occupent. Par cette action,
Autorités politiques, religieuses et coutumières manifestent leur joie d'avoir la RTB dans leur région. Ils ont aussi souhaité que de telles initiatives se poursuivent dans l'avenir pour le bien-être de la population de cette localité. Sport à présent, les étalons affrontent demain l'équipe du Gabon. Les Burkinabés devraient battre les Gabonais tout en comptant sur un sursaut d'orgueil du MENA du Niger qui seront face au Diable Rouge du Congo. Une équation difficile que les étalons devront donc réussir à résoudre. Victorien Marienne les a vus en séance d'entraînement. Voici son reportage. C'est le duel à distance entre les Diables Rouges du Congo et les étalons du Burkina qui occupe le haut du pavé de l'actualité de la 6e et dernière journée du groupe E du premier tour de ces éliminatoires zone Afrique de la Coupe du monde de football Brésil 2014. Un point, mais pesant d'or, sépare le Congo du Burkina. Autrement dit, tout reste possible. Mais comme on le voit, les étalons n'ont pas leur destin en main. Car cela ne tienne, les vice-champions d'Afrique qui jouent les Panthères du Gabon à cette ultime journée de la préqualification doivent se mettre à la hauteur de la tâche sans aucune autre forme de procès. Notre match contre le Gabon, on va tout faire pour le gagner et nous positionner. Le reste, on verra ce que ça va donner. Battus à l'aller par 1-0, les étalons sont en mesure de prendre leur revanche à domicile de fort belle manière. Et personne, même Paulo Duarte, leur ex-entraîneur, ne trouvera à redire. Dans tous les cas, ce Burkina-Gabon sonne le glas des défis personnels et collectifs à gagner de part et d'autre. Il faut qu'on se concentre sur notre match. On n'a pas besoin de vouloir savoir obligatoirement le score du Niger avant de gagner ce match. Nous, on doit tout faire pour gagner le match parce que déjà c'est important pour nous, pour la suite, parce que depuis la CAN, on sent que voilà, on a un bon groupe, on travaille bien pour progresser, donc il faut continuer à gagner des matchs. Et je pense après avoir gagné le match, on verra bien si on est qualifié ou pas. Mais bon, je pense déjà il faut continuer à garder le même état d'esprit qu'on a toujours eu. Et je pense que voilà, s'il plaît à Dieu, on va se qualifier. Quoi qu'il arrive, ce match est un quitte-double qu'il ne faut pas perdre pour l'honneur et la suite. Et se dire que Paulo Duarte et les Panthères du Gabon ne sont pas venus en victimes résignées à Ouagadougou. Entre ces deux sélections nationales, la gagne reste le leitmotiv absolu. Et que dire du duel à distance entre les étalons et les Diables Rouges du Congo? Le malheur des uns fera le bonheur des autres. Le match Burkina-Gabon passionne la rue, les villes et les supporters inconditionnels des étalons. Le mercure monte au fur et à mesure que l'on s'approche du jour et de l'heure de ce coup d'envoi. Comme à la CAN, le 12e joueur veut pousser l'équipe nationale à la victoire. Le constat de Lassina Ouattara et de Lassina Savadogo. Vendredi, veille de match des étalons face aux Panthères. Lentement mais sûrement, l'ambiance monte dans la ville de Ouagadougou. Les petits commerçants, eux, ne ratent pas l'occasion. Les étalons sont vendables désormais et tous les gadgets pour les accompagner sont proposés aux supporters. Ouais, ça marche beaucoup. Nous, on vend ça à 3000. Ça, là, on vend ça à 1000 francs. Et les drapeaux, là, à 500. Ah, sincèrement, dit là, nous, on vend ça. On remercie les étalons pour tout ce qu'ils font. Ça, là, c'est 3000 francs. Ça, là aussi, c'est 3500. Ça là, c'est 1000 francs. Ça là, c'est 500. Ici, on a confectionné des badges à l'effigie du 11 national avec des messages qui parlent. Étalon, c'est on gagne et on gagne. C'est pas qu'on va gagner. On gagne et on gagne. Et après aussi, il y a le slogan, qu'est-ce qui s'est dit? Quoi? Il faut 102 étalons, il faut n'en pas les. Celui-là lui propose des médailles comme pour rappeler la médaille d'argent du Burkina à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est 1500. Mais demain, j'espère que ça va ajouter à 2500, 2000 francs. Après les gadgets, il faut le fameux sésame qui donnera droit à la cuvette de Gunguin ce samedi. À la Maison du Peuple, les tickets partent les uns après les autres. Ouvert depuis mercredi dernier, c'est ce vendredi que les choses ont connu un coup d'accélérateur. Aujourd'hui, en tout cas, ça va. D'ici le soir, on espère bien que tous les tickets
vont partir. 2030, en tout cas, c'est une année pour nous. On espère pour essayer d'avancer devant au moins. J'étais à Bobo, je viens d'arriver hier, je ne pouvais quand même pas être ici au Burkina et puis rater ce match-là. C'est pour ça que j'ai fait le déplacement depuis Bobo pour venir suivre ce match-là en live. C'est un match qu'il faut vivre et aller raconter. Il ne faut pas se faire raconter ce match-là. On gagne ou on gagne. Stade municipal, autre lieu de vente. Une dame vient prendre son ticket, preuve que les étalons ont conquis toutes les franges de la population. Beaucoup de courage à eux, surtout on compte sur eux. Ça marche très bien. Depuis matin, on est là, je vendais plus de 400 tickets. Burkina Faso, Gabon se jouera à guichet fermé. Après la vente officielle des tickets qui se termine ce soir, les spéculateurs prendront le relais et bonjour les prix du marché noir. Nous recevons sur ce plateau Victorien Marienne pour nous donner quelques informations sur le match de demain. Les Atalans nous ont habitués à des victoires depuis la dernière campagne de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que, avec le Gabon, l'exploit sera réédité, surtout au regard des résultats de nos rencontres antérieures? Oui, Dima, il faut dire que, vous l'avez dit, les Étalons nous ont habitués maintenant à de bonnes choses. C'est que il y a de la revanche en l'air entre Panthères du Gabon et Talons du Burkina Faso. On rappelle tout simplement qu'au match aller à Libreville, les Panthères avaient réussi à planter un but que je vais qualifier d'assassin au tout dernier minute de la rencontre, au moment où on espérait s'en sortir avec un match nul. Donc c'est tout dire que les Étalons partent avec la faveur des pronostics. Les Étalons sont les vice-champions d'Afrique. L'entraîneur des Panthères, c'est leur ex-entraîneur. Donc, il y a beaucoup d'ingrédients favorables qui devront en tout cas pousser les Étalons à jouer en vice-champion d'Afrique. Mais une victoire est nécessaire pour espérer une première qualification au mondial. Mais il reste que nous n'avons pas toutes les choses. Nous n'avons pas notre destin en main. Il est conditionné. Voilà. Conditionné, il faut absolument battre le Gabon, mais ce n'est pas suffisant pour la préqualification, puisqu'il faut rappeler que même si on se qualifie, ce n'est pas encore pour la Coupe du Monde, il y aura encore une autre phase. La précision est importante, mais ce qui est évident, il faut d'abord battre le Gabon et espérer un sursaut d'orgueil du côté du MENA du Niger. Mais si vous n'arrivez même pas à battre votre adversaire direct, il ne faut pas compter sur les autres. Donc je pense que avant qu'on ne pense au Niger, à ce match Diable Rouge, MENA du Niger, Diable Rouge, il faudrait absolument, et comme ils l'ont dit dans le reportage, les joueurs, il faut jouer sans penser à ce match du Niger. C'est après la fête du match ici. Peut-être nous, comme nous serons en direct avec Niamey, qu'on pourra peut-être annoncer que les Diables Rouges sont tombés au stade général Séné-Kountché de Niamey. Ça, c'est ce que l'on souhaite. Mais comment se présente ce match-là qui va se jouer à Niamey? Oui, je pense que les Diables Rouges, qui sont leaders du groupe, naturellement, viennent pour jouer la qualification. C'est légitime. Mais ils savent qu'un faux pas à Niamey et une victoire des Étalons, bon, ils resteront en cours de chemin. Les Étalons vont poursuivre en tout cas les éliminatoires pour la Coupe du Monde Brésil 2014. Merci Victorien Marienne pour toutes ces informations. Burkina-Gabon, c'est un match qui attire au-delà même de nos frontières. La chaîne internationale Canal+ s'y intéresse. À la faveur donc de ce match, la chaîne va enregistrer un numéro spécial Talent d'Afrique. Canal+ Burkina a donné les contours de la réalisation de ce programme. À Ouagadougou, Lassine Sawadgo nous en parle. Les phares de l'Afrique du football sont braqués sur le Burkina Faso. Étalons du Burkina, Panthères du Gabon dans le groupe E, comptant pour la dernière journée de l'avant-dernier tour des éliminatoires du Mondial 2014, est l'une des attractions. Et le groupe Canal+, à travers Talent d'Afrique, dépose ses valises à Ouagadougou pour un Talent d'Afrique consacré à notre pays. La raison, le titre de vice-champion d'Afrique et les résultats de plus en plus intéressants des Étalons. C'est évidemment la reconnaissance des performances du Burkina à la CAN. C'est aussi l'envie de venir ici qui est
un endroit où Canal+ est apprécié, évidemment. Et puis c'est aussi pour moi un souvenir personnel parce que j'ai un très bon souvenir de la CAN 98, donc je suis toujours ravi de revenir ici. 5e pôle du groupe Canal en Afrique, la direction générale veut surfer sur les bons points du Burkina pour intensifier sa présence. Je suis très heureux de les recevoir au Burkina Faso pour à la fois la formation d'une dizaine de journalistes d'Afrique du centre et de l'ouest pour faire vivre éventuellement et sûrement le match Burkina Faso au Gabon et puis enregistrer notre émission phare Talent d'Afrique. Talent d'Afrique au Burkina, ce sera aussi la petite reine et les autres disciplines qui font la fierté du pays des hommes intègres. Avant de nous quitter, je vous donne le contenu de ce message qui nous est arrivé au cours de ce journal. Message de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, sur le processus d'opérationnalisation du Sénat. Le 12 août 2013, j'ai donné des instructions au Premier ministre et au ministre d'État chargé des relations avec les institutions et les réformes politiques de convoquer le comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre des réformes politiques consensuelles à l'effet de me soumettre pour le 31 août 2013 un rapport circonstancié sur le processus d'opérationnalisation du Sénat assorti de recommandations et propositions approprié dans un esprit de consolidation des institutions républicaines. Ce rapport m'a été remis le 30 août 2013 après avoir pris connaissance des recommandations consensuelles déjà mises en œuvre suite aux conclusions du Conseil consultatif sur les réformes politiques CCRP et analysé les propositions du comité sur le processus d'opérationnalisation du Sénat institué par la Constitution. Je salue la qualité et la pertinence des réflexions. Je félicite toutes les composantes qui ont pris part activement aux travaux de ce comité ayant abouti à de nouvelles propositions adoptées par consensus. Le Sénat est une institution d'un grand intérêt pour la démocratie en permettant d'élargir à des composantes non partisanes la production législative. Il mérite à ce titre d'être bien compris. En tant que président du Faso et garant de l'unité nationale, j'appelle le gouvernement à élargir les concertations à toutes les composantes sociales et politiques pour bien asseoir la pertinence de cette institution républicaine. Par ailleurs, j'invite les acteurs politiques à créer et à développer entre eux des échanges constructifs pour un raffermissement continu de la cohésion sociale et un approfondissement de notre processus démocratique. C'était un message de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, sur le processus d'opérationnalisation du Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.